130, 131, 132, 366, 367. Maintenant, on compte les noms. Nous comptons maintenant les noms. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 non. 7 contre. 7 contre la motion. Attention. 1, 2, 2 abstentions. Bulletin nul. Un bulletin nul. D'abord, le ministre d'État à l'information. Aussi, conformément à l'article 23, alinéa 2.22 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale va également adopter une résolution déclarant la déchéance du gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilukamba. Celle-ci sera transmise au président de la République, à la Cour constitutionnelle et au gouvernement. Nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Nous voulons vous remercier et vous féliciter. Il faut voter la motion. Pour les 100, votez d'abord la motion. Qui sont pour la motion? La résolution, pardon. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La résolution est votée. La résolution est votée. Adoptée. Honorables députés, chers collègues, nous vous remercions, vous félicitez pour le sens élevé des responsabilités, de maîtrise et de dépassement de soi dont vous avez fait montre lors de cet exercice démocratique que nous venons de connaître au cours de notre législature. Chers collègues, encore une fois, félicitations. Que vive la démocratie au sein de la Chambre basse du Parlement. Je vous remercie. Sur ce, la séance est levée. Augustin, bonjour. Bonjour. La motion de censure examinée et soumise au vote hier à l'Assemblée nationale à l'absence du concerné, le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Quelle lecture faites-vous de la procédure employée pour destituer le ministre? Bon, c'est une procédure expéditive qui en fait s'appuie sur plus les éléments de la politique que du droit, parce qu'on a eu l'impression que la Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt, c'était un arrêt qui ne faisait pas l'unanimité, étant donné que dans la pratique parlementaire en RDC, un bureau provisoire n'a jamais eu un agenda assez surchargé, comme ça a été le cas. Et donc, c'est pourquoi je la qualifie d'expéditive. Mais en même temps, on a quand même aussi l'impression qu'elle pose cette procédure-là un problème de respect des textes, de part et d'autre,
parce que d'un côté, il y a le camp de l'Union sacrée, donc le camp proche du président de la République, qui voulait réellement en découdre avec tout ce qui était de Kabila, donc tout ce qui restait de Kabila. Mais en même temps, on a senti que le Premier ministre, on a remarqué que le Premier ministre n'a pas été prêt à aborder, n'est-ce pas, les députés à plénière pour essayer de présenter ses moyens de défense. Et donc, je tire comme première leçon que la classe politique congolaise n'a pas encore la culture du respect des textes, la culture du respect des lois de la République, de part et d'autre. Et que face aux intérêts politiques, c'est plutôt la politique qui prime sur le droit, lequel il est instrumentalisé par les acteurs de tous les cas pour essayer d'atteindre en fait leurs objectifs. Mais ils ont appuyé leur procédure par des textes qui agissent l'Assemblée nationale. Oui, évidemment, ils se sont appuyés sur des textes, mais on a comme l'impression qu'il y a ici, n'est-ce pas, une interprétation, qui va à l'intérêt, n'est-ce pas, de celui qui le veut, quoi. Donc tout le monde peut interpréter les articles selon l'intérêt qu'il veut en voir. Et du coup, quand même, c'est à mon avis un déficit, comme je l'ai dit, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'état de droit que nous voulons tous, parce qu'un état de droit, ça signifie que tout le monde respecte les lois de la République. Et donc, c'est ça la leçon que j'ai tirée. Et la deuxième, c'est que, effectivement, la classe politique, j'ai constaté que la classe politique peut basculer d'un cas à un autre, en un espace de temps assez réduit. Parce que si vous suivez le début des événements, de la rupture entre l'FCC et les CACH, il y a beaucoup d'événements qui ne font que se succéder. Et donc, cela me pousse à vérifier l'hypothèse d'après laquelle la classe politique également n'est pas attachée à des principes, n'est pas attachée à des idéologies, à telle enseigne qu'un parti politique ou des acteurs politiques qui se disent que nous prenons telle ou telle autre idéologie, au gré des vagues, ils peuvent pratiquement changer de position et défendre des thèses qu'ils n'auraient pas pu défendre il y a quelque temps. Et donc, la constance dans la classe politique congolaise n'est pas une règle. On a plutôt une classe politique versatile qui change de camp au gré, n'est-ce pas, des vagues politiques, en fonction des intérêts politiques en fait qui se dessinent à l'heure. Alors, donc, pour autant, les ministres ne devraient que s'absenter. Bon, ça aussi justement, ça me permet de passer à une autre leçon, c'est que il y a le fait que les ministres, beaucoup de ministres aient brillé par l'absence, c'est aussi un manque, n'est-ce pas, d'élégance politique à mon avis. Donc la classe politique congolaise aussi est constituée de beaucoup d'acteurs qui ne sont pas élégants politiquement. Parce que lorsque vous êtes invité par une institution, je crois que l'élégance politique vous oblige à pouvoir vous présenter en fait pour échanger, donc pour suivre les combats au sein des institutions. Mais là, on a constaté tout simplement qu'il y avait un boycott et ça aussi, c'est un autre constat que j'ai fait justement de la classe politique congolaise qui peine à s'adapter aux règles du jeu démocratique qui exigent que lorsqu'on est appelé, on est convoqué par une institution, il faut se présenter et alors aborder, n'est-ce pas, affronter les débats démocratiques à l'intérieur des institutions. Professeur, l'Assemblée nationale qui commence à destituer le membre du gouvernement, on parle de la destitution du bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on arrive au ministre. Que pensez-vous que cette manière de faire puisse présenter comme avantage
ou comme risque? Quelles sont vos craintes par rapport à cette manière de faire? Bon, c'est que d'abord, comme avantage, je crois qu'il s'agit de recourir aux mécanismes, n'est-ce pas, légaux, n'est-ce pas, du contrôle parlementaire. Parce que quand vous lisez la Constitution, il est clairement dit que les députés nationaux ou réunis, les députés nationaux peuvent diligenter une motion de défiance contre les membres du gouvernement ou encore une motion de censure qui concerne l'ensemble des membres du gouvernement. Donc c'est un moyen constitutionnel prévu. Mais et la manière dont ils l'ont fait, hein, ça semblait, de cette procédure a semblé respecter les règles de l'art. Cependant, peut-être les contextes dans lesquels on a fait et la précipitation avec laquelle les députés ont fait ça, le bureau d'âge qui, aux yeux de beaucoup d'observateurs, n'aurait pas qualité de le faire parce que normalement, un bureau de ce genre expédie les affaires courantes. C'est ce caractère un peu de... C'est cette célérité-là qui, à mon avis, semble poser problème et qui, à la longue, peut, n'est-ce pas, être un germe de déstabilisation, n'est-ce pas, à l'avenir des institutions de la République. Parce qu'une République devient durable dans la mesure où elle repose sur des normes, sur des règles qu'elle respecte. Une République devient durable lorsqu'elle repose sur une tradition. Or, on a l'impression justement que dans les contextes où les choses se sont passées, qu'on est loin justement de consolider le respect, n'est-ce pas, des normes et des institutions. Et c'est cette crainte que je suis en train de tenter d'exprimer, mais en même temps, cela montre quand même qu'il y a, n'est-ce pas, un malaise au niveau de la classe politique congolaise, qu'il y a un manque de compromis, et donc on est là à face quand même de douleurs, d'affrontement, même de l'union sacrée aussi, hein, où les gens agissent en toute précipitation, et certainement que, hein, n'est-ce pas, les premières contradictions pourront peut-être certainement apparaître lorsqu'il s'agira, n'est-ce pas, de partager le pouvoir au niveau, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale, au niveau d'autres institutions. Et la crainte la plus probable, c'est que, ce qui pourrait arriver aussi, c'est que certainement que cette procédure rapide va certainement impacter peut-être d'autres institutions. Je vois là notamment le Sénat, hein, qui peut aussi prochainement figurer dans les collimateurs de ce qui s'est passé hier au niveau de... qui peut aussi être impacté par ce qui s'est passé hier dans l'Assemblée à l'Assemblée nationale. Et donc cette institution pourrait être dans les collimateurs de faiseurs de politique, en fait, des conquérants actuels de l'espace politique qui sont réunis à travers l'union sacrée, n'est-ce pas, le camp qui soutient le président de la République. Professeur Augustin, vous êtes politologue. Est-ce que vous pensez que cela aussi pourra avoir des retombées sur la politique interne du pays dans l'avenir? Oui, justement, il y aura des retombées parce que c'est déjà une jurisprudence et donc prochainement, même en cas de bureaux provisoires, on ne manquerait pas à recourir à ce genre de pratiques et donc ça pourra fragiliser tant soit peu, n'est-ce pas, la marche vers une démocratie, la démocratie congolaise, qui doit être normalement axée sur la tradition du respect des textes. Et donc, et ensuite, certainement, il y aura des retombées, en ce sens qu'il s'agit là de rééquilibrer, n'est-ce pas, les rapports de force au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'espace politique. Ça peut même impacter, pourquoi pas, la configuration de l'opposition, parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de savoir si le FCC va accepter sportivement d'être la nouvelle opposition congolaise, l'opposition parlementaire, parce qu'elle aura des représentants au niveau des institutions. Mais si elle venait à devenir l'opposition,
Mais il y a aussi l'opposition, ce n'est pas un champ libre parce qu'il y a aussi Martin Fayoulou qui était là avec, n'est-ce pas, la Mouka. Et donc, ce sont des recompositions à tous les niveaux qui vont certainement intervenir parce que certainement il y aura un nouveau gouvernement et ça va certainement aussi avoir une incidence en termes de partage du pouvoir, que ce soit au niveau des entreprises et même de la territoriale. Et donc, on est là en face des recommencements parce qu'il faut pouvoir nommer de nouveaux acteurs pour essayer de mettre en œuvre une nouvelle vision du chef de l'État. Et lorsqu'on voit les calendriers, ce n'est pas, c'est pas facile que les choses se fasseront facilement parce que, à part cela, il faut noter qu'il y a de nombreux défis, les défis économiques, les défis, n'est-ce pas, sécuritaires, les défis politiques qui sont à la une et auxquels, normalement, le gouvernement ou les institutions doivent trouver des solutions. Professeur, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. OK.